Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nouvelle vidéo pour parler enfin du film Supergirl. Ça y est, je l'ai vu, on est lundi, alors là il est très tard, je vais même pas vous dire l'heure parce qu'il est beaucoup trop tard pour enregistrer une vidéo. Mais voilà, j'ai été le voir donc le lundi soir à 20 h à l'avant-première. Dans une salle remplie, c'est la fête du cinéma, évidemment que ça aide énormément, ça faisait plaisir du coup d'être dans une salle effectivement avec beaucoup de monde. Et donc oui, j'ai vu Supergirl, film que j'attendais beaucoup, évidemment qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, hein, qui, on peut déjà le dire d'avance, va certainement être un flop, hein. Clairement là, vu le début d'exploitation, il y a peu de chances, pour ne pas dire aucune, qu'effectivement ça ne soit pas autre chose qu'un flop. Mais bon, l'important c'est toujours de se faire son avis. Et de la même manière, je suis pas là pour vous dire d'aller le voir ou non, c'est à vous de faire votre avis, allez le voir si ça vous intéresse et décidez par vous-même. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que est-ce que c'est la catastrophe dont on entend parler à droite à gauche? Pour moi, non. Est-ce que c'est un bon film pour autant? Non plus. Je vais bien évidemment développer, on va parler des points positifs, des points négatifs. Je veux vraiment faire comprendre, déjà, que je n'ai pas passé un mauvais moment. Je ne suis pas ressorti énervé, comme ça a pu être le cas sur des films comme Flash, comme ça a pu être le cas sur un Quantum Mania, voilà, ou plein d'autres, des Morbius ou des machins. Mais c'est pas un bon film. C'est pas un bon film, faut le dire très franchement. Alors, d'abord, on rappelle, hein, donc film du DCU qui fait suite à Superman, réalisé par Craig Gillespie, à qui on doit notamment Aitonia, voilà, et d'autres films. Il y a aussi Cruella, c'était lui, écrit par Anna Nogueira, alors qu'il y a peu, voire pas, de crédit d'écriture de films derrière elle. Alors il semblerait qu'elle avait déjà écrit des choses pour des studios, mais qui ne sont jamais arrivés à la production. Mais voilà, nous en tout cas, on n'a pas d'outils de comparaison avec ce qu'elle est capable d'offrir habituellement, parce qu'il n'y a pas d'habituellement pour le coup. Sachant qu'en plus, elle est censée écrire Wonder Woman et je crois les Teen Titans aussi. Va peut-être falloir que ça change. Je développerai ça tout à l'heure. Il y aura une partie spoiler à la fin. Parce que je vais vraiment avoir besoin de parler de certaines choses et je serai obligé d'en venir à la partie adaptation. Euh, Il y a des vrais problèmes pour moi sur la gestion des thématiques dans le film qui, je suis désolé de dire ça, mais qui pour moi sont le signe d'un manque de maîtrise vraiment de l'écriture, parce qu'il y a des choses qui ne font pas sens dans la manière de gérer ces thématiques. Alors, on va rappeler déjà vite fait le pitch. Donc, Kara, Supergirl, fête son anniversaire. C'est quelqu'un qui est un peu brisé de par ce qui lui est arrivé par le passé. Donc, elle a passé très peu de temps sur Terre depuis qu'elle est arrivée. Elle est toujours un peu voilà, en vadrouille un petit peu partout. Là, elle fête son anniversaire. Donc, elle est sur une planète avec un soleil rouge pour pouvoir se bourrer la gueule, tout simplement, parce que sinon elle pourrait pas. Accompagnée bien évidemment par Crypto. Par une suite d'événements, elle va se mêler à la quête de vengeance d'une jeune fille, Ruthie, dont la famille a été tuée. Et en se retrouvant mêlée à ça, Crypto va être blessé, empoisonné, et donc les deux jeunes filles vont partir dans une quête, vu que Supergirl s'est fait voler son vaisseau. Elle a 72 heures, et on en reviendra à ce délire des 72 heures, elle a 72 heures pour retrouver Crème, donc le vilain, et rapporter l'antidote à Crypto, sinon il va mourir. Dans les points positifs, Millie Alcock, pour moi ça confirme, elle est super. Elle est top, j'aime beaucoup. J'ai envie de la revoir dans d'autres choses, mieux écrites. Je la trouve formidable. C'est vraiment une des grandes raisons pour laquelle je n'ai pas passé un mauvais moment, c'est qu'effectivement je trouve que Millie Alcock est très bien dans le rôle. Pareil pour Ruthie. Euh, alors je sais plus le nom de l'actrice, mais je la trouve très bien. Eve Ridley. Voilà, j'ai vérifié quand même sur un minimum de respect, c'est normal de la citer aussi. Donc ouais, Eve Ridley qui joue Roti. Alors dans le film, je rappelle, on a Jason Momoa aussi, qui fait aussi partie des points positifs. Alors de toute façon, Jason Momoa, je pense qu'ils l'ont maquillé, ils l'ont même pas dit pourquoi.
Le mec s'est laissé faire parce qu'il s'en fout. Et puis ils l'ont mis sur le plateau. Et voilà, il a fait sa vie, ils ont filmé. Et ça a donné Lobo. En gros, je pense que c'est à peu près comme ça que ça a dû se passer. Mais Millie Alcock, formidable. Eve Ridley, donc Ruthie, la jeune fille qui l'accompagne, je l'ai trouvé super bien aussi. La dynamique entre les deux fonctionne plutôt bien. Jason Momoa, bien. David Corenswet, on le sait, voilà, on le voit quelquefois dans le film. Ça reste un petit caméo. Mais ça fait plaisir. Pour moi, c'est un excellent Superman. Dans les autres points positifs. Et donc oui, toute la hate qu'elle s'est prise, Millie Alcock, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Dans les autres points positifs, certains moments d'aura farming, voilà, certains moments où on ressent vraiment, voilà, il y a Supergirl en mode badass qui euh, qui débarque et ça c'est plutôt cool, qui vient, voilà, ça montre qu'elle est puissante, des choses comme ça, plutôt cool. On passe déjà au point négatif. Encore une fois, attention, hein. Le truc c'est que j'attendais beaucoup de ce film et je pense pas trop. Je vous rappelle juste un truc et ça nous fait la transition pour rentrer dans la partie des points négatifs. Deux choses. DC Studio, par le biais de James Gunn surtout, mais aussi de Peter Safran, et ceux qui suivent la chaîne savent que je ne suis absolument pas un anti-James Gunn. Voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé de lui. Je suis plutôt pro-James Gunn de base. Je défends DC depuis un moment, mais après ça n'empêche pas d'être honnête aussi. Et il a tellement parlé du fait que DC Studio, tant qu'il n'y aurait pas un script vraiment incroyable, ça ne passerait pas en production, que eux feraient des films différents, que ça serait blablabla. C'est bien d'en parler, faut le faire. Et en l'occurrence, c'est pas le cas ici. On a un script mid, vraiment. Je rappelle que c'est une adaptation du comics Woman of Tomorrow, Supergirl Woman of Tomorrow. Je suis pas quelqu'un qui veut obligatoirement que toute adaptation soit exactement le bouquin. Ça me pose pas de problème si ça l'est, mais je reste ouvert aux propositions, à s'inspirer et ensuite à faire son propre mélange en respectant l'essence de l'œuvre originelle. Sauf que, d'une, on n'a pas arrêté de nous parler du comics et c'est formidable. Je suis content qu'on mette les comics en avant, je suis un grand fan de comics, mais c'était tendre le bâton pour se faire battre. Parce que plus de gens du coup ont lu le comics et vont se rendre compte que ce qu'on a eu en salle, c'est j'ai raconté le film à quelqu'un qui n'avait qu'un post-it pour s'en souvenir et le raconter à quelqu'un d'autre, qui à son tour n'avait qu'un post-it et devait le raconter à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans vouloir manquer de respect, c'est j'ai commandé le comic Supergirl Woman of Tomorrow sur Wish. Il en reste un squelette, sans des éléments, et surtout des éléments thématiques, et en allant à l'encontre d'éléments thématiques hyper importants. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon chieur de ça devrait être comme dans le comics, non. Mais si tu t'en éloignes, il faut que tu proposes quelque chose d'intéressant. Au moins quelque chose qui fasse sens. Et on en reviendra, il y aura une partie spoiler à la fin. Là pour l'instant ça va être du non-spoiler, il y aura une partie spoiler à la fin, parce qu'il y a vraiment 2-3 trucs, donc surtout la fin, ouais, donc il faudra que je parle, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, à la fin il faudra que je parle vraiment de 2-3 trucs qui sont importants. La réal, elle est pas ouf, c'est mid, pareil, on est dans du mid. Il y a certains moments qui sont cool, certains petits moments dans l'action qui est cool, mais rien de très inventif, rien de très créatif. Le problème, c'est que c'est un film qui n'est pas une catastrophe, c'est un film moyen, avec la chance d'avoir Millie Alcock qui porte le film, mais moyen en 2026, dans la situation où on est, où les gens vraiment choisissent les films qu'ils vont voir, et où on est abreuvé de films de super-héros, moyen en 2026, c'est mauvais, c'est pas bon. Ça amènera pas un bouche à oreille qui pourra donner au film peut-être une chance d'un peu améliorer sa situation à long terme. Là non, là ça va être ouais, attends de le voir chez toi. Je veux dire ce que les gens vont se dire entre eux. Ça va être t'as pas besoin d'aller sur le voir sur grand écran. Surtout quoi, niveau réal, donc la réal pas ouf, sincèrement. Au niveau de la colorimétrie, bah effectivement, c'est beaucoup comme dans les trailers qu'on a pu voir, hein. C'est très boueux dans le sens de très marron, euh, avec quelques exceptions, attention, hein. Mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de scènes où c'est juste pas joli en fait, quoi. J'avais entendu les comparaisons à Mad Max. Alors, je trouve pas trop dans le ton ou quelque autre élément,
mis à part le côté, ouais, on a l'impression d'être dans le désert parce que tout est, ocre, jaune, et c'est pas ouf. On a l'impression que le film en grande partie se déroule dans une carrière abandonnée, pas par le manque d'éléments, mais je veux dire sur le truc des teintes, des couleurs, quoi. Le montage est un problème aussi. Je me demande si vraiment il n'y a pas eu une restructuration du film. S'il n'y a pas des choses qui ont beaucoup bougé. Genre la séquence sur Krypton, qui est bien. D'ailleurs oui, ça je le rajoute dans les points positifs. La séquence sur Krypton est plutôt cool, sauf un détail. Elle est très cool, la séquence sur Krypton, sauf que ça pose encore plus Jor-El, le père de Kal-El, Superman, comme un gros connard. Parce qu'on se rend compte que tout le monde est super gentil. Et ils ont même mis une petite phrase, une petite ligne à un moment, qui montre qu'effectivement Jor-El est un gros connard. Ça m'a un peu saoulé. J'aime pas le truc des parents de Superman qui est pour but que leur fille enfin, ils sont pris pour des Saiyans, les mecs, en fait. Ils ont envoyé Goku sur Terre. C'est vraiment Jor-El. C'est c'est Braddock. C'est Braddock qui s'appelle, je crois. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Le père de Goku. Mais ouais, on envoie notre bébé pour conquérir le monde. D'accord. Mais ouais, donc la partie Krypton est très bien. Enfin, Krypton. Oui, Krypton et puis surtout Argo. Parce que oui, c'est un peu bizarre dans cette version-là, où Supergirl n'a pas vécu la destruction de Krypton, en fait. Elle est née plus tard. Enfin, c'est un peu un bordel. C'est un changement dont je suis pas fan, mais soit. Ça, c'est un truc, c'est subjectif. Je peux l'accepter, même si je suis pas très fan. La musique, pas de thème marquant. On se rappelle que il y a eu trois compositeurs, je crois, sur le film. Ça a dû être, il y a eu des histoires, il y a eu un bordel. Et ouais, pas de thème marquant pour Supergirl. Si elle a un thème, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Juste, je reviens sur ce que je disais sur le montage, mais les choses s'enchaînent d'une manière où ouais, c'est décousu, pas dans le sens de on ne comprend pas, on ne suit pas, mais dans le sens de c'est vraiment rythmé bizarrement en fait. C'est ce voyage à travers l'espace, à travers différentes planètes, et en même temps, je sais pas, il y a un côté où ça paraît petit. Tout va tellement vite, à part le premier voyage en bus, après c'est boum, on est là, boum, on est là, boum, on est là. Et on dirait que c'est une toute petite échelle, alors que c'est censé donner une idée de grandeur. Et c'est pas le cas. En plus, tout le monde se croise de manière très... vraiment, on a l'impression que sur chaque planète, il doit y avoir 20 mètres carrés parce que ouais, tout le monde se retrouve toujours. Ce qui est ouais, un peu étrange aussi. Et sur les défauts, mais ça de toute façon je le disais depuis un moment hein, pour ceux qui suivent, je m'en doutais vraiment, le vilain qui est extrêmement anecdotique. C'est pas de la faute de l'acteur, hein, il a l'air à fond dedans, il a l'air très bien et tout, mais on lui donne pas le moyen de vraiment s'imposer, en fait, tout simplement. Il y a pas la possibilité pour lui, c'est pas intéressant. On a zéro backstory, je sais pas, c'est vraiment ouais, extrêmement lambda, quoi. Ça pourrait être un sous-fifre de sous-fifre. Franchement, ça serait à peu près la même, en vrai. Je sais que je parais très négatif, mais ce qu'il y a, c'est que je veux que le DCU fonctionne. J'ai envie que le DCU fonctionne. Et le seul moyen pour ça, c'est de voir les problèmes en face. Et justement, je pense que c'est une des qualités qu'a James Gunn, c'est d'être capable de se remettre en question, de voir quand les choses se passent, effectivement, ne plaisent pas ou se passent mal. Il est beaucoup sur les réseaux, peut-être trop, certainement trop. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc, une capacité qu'il a de pouvoir se remettre en question. Donc encore une fois, même si je n'ai pas passé un mauvais moment, il faut voir les défauts et les problèmes, parce que c'est comme ça qu'on peut faire mieux. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer justement. Et c'est toujours important, comme dans tout dans la vie, bien évidemment. Faut que je rentre dans les... Ah si, non, d'abord des petits détails. Des petits détails à la con. Mais je suis chiant. C'est le genre de petits détails qui m'énervent. Quand il y a le délire avec Crypto, donc qui est empoisonné, machin, c'est... Oui, il a 3 cycles de lune pour... Enfin, 3 levées de lune, ou 3 cycles de lune, un des deux, pour recevoir l'antidote, sinon il va mourir. Et on a ensuite Kara qui règle son petit... sa montre, enfin une espèce une sorte de montre goussée qu'elle a. Et le pire, c'est qu'elle le précise vraiment, quoi. C'est, ok, 3 cycles, 1, 2,
3, donc 72 heures. On est sur une autre planète et il s'avère que les levées de lune donnent des cycles de 24 heures. Ça tombe bien, c'est du détail, mais je sais pas. C'est le genre de truc pour moi où je me dis, si tu vas... Putain, si t'es pas perfectionniste, si t'as pas l'envie de montrer que c'est des mondes aliens et tout ça, et on se retrouve avec, bon bah, 3 levées de lune, bon bah 72 heures. Pareil, il y a un endroit où ils vont à un moment, où il y a un groupe qui joue. Le groupe joue The Girl from Ipanema, qui est un classique, morceau cubain de mémoire. Sweet and tall and tan and lonely, the girl from Ipanema. J'adore ce morceau. Et, what? Alors juste, je crois que c'est en langue extraterrestre à ce moment-là, mais le groupe joue The Girl from Ipanema. Alors, déjà que ce qu'on appelle les needle drops, les morceaux qui tombent sur une scène d'action pour faire un peu cool et tout, sont pas forcément très bien utilisés. C'est vraiment pas le truc le plus inspiré du monde non plus, tout comme la réal, hein. De toute façon, pas grand chose n'est très inspiré, à part encore une fois l'interprétation des protagonistes. Mais The Girl from Ipanema, vous imaginez, en Star Wars, on rentre dans une cantina et il y a un groupe qui est en train de faire une reprise de Knocking on Heaven's Door. Enfin, je sais pas, ça a choqué personne. Alors bon, peut-être qu'on me dira dans ce monde, les aliens écoutent les radios terrestres ou je sais pas quoi. Peut-être, mais je trouve que ça manque. Normalement, tu fais des instruments un peu étranges, des chants un peu étranges. Le 5e élément. La scène du 5e élément avec la chanteuse dans le bateau croisière. Voilà. Pour moi, on fait plutôt un truc comme ça. Et ça marque. Ça, au moins, ça montre qu'on veut vraiment faire le meilleur taf possible. Et donc je disais, la partie sur Krypton et surtout sur Argo, parce qu'on arrive vraiment au moment de la destruction de Krypton, donc c'est surtout sur Argo que ça se passe, donc cette ville qui va, protégée par le bouclier qu'a créé le père de Kara, cette ville va pouvoir survivre toute seule dans l'espace une fois que la planète a disparu. Et c'est assez touchant, effectivement, de voir l'enfance de Kara et comme on voit ce qui la rend si triste, les drames qu'elle a subis, le fait de voir tout le monde autour d'elle mourir. Mais le problème, ça va me permettre ensuite la transition sur la partie spoiler. Mais déjà sans spoiler, c'est une phrase qu'il y a dans le trailer, qui est censée être une phrase importante du film. Ça donne un peu la différence entre elle et son cousin Kal-El. C'est Kal-El voit le bon en chacun, moi je vois la vérité. Ok. Et là on va toucher un truc sur justement ce qui moi me fait très peur par rapport à cette scénariste. Sur vraiment un problème de comment... Vous verrez ce que vous en pensez moi, dites-le moi. Hein. C'est mon avis à moi, en tout cas. Mon problème avec la façon de gérer les thématiques. Donc, Kal-El voit le bien en chacun, moi je vois la vérité. Ok. Le problème, c'est bien beau de dire ça, mais dans tout ce qu'on a vu de l'histoire de Kara, avec tous les drames qu'elle a vécu, le fait d'avoir vu les gens mourir et tout ça, mais personne lui a fait de sale coup en fait. Personne. Ce qui s'est passé, c'était un phénomène naturel, ou enfin en tout cas on connaît pas la cause exacte, mais voilà, c'était l'instabilité du noyau de Krypton, mais tout le long où elle est sur Argo ensuite, tout le monde est adorable avec elle, ses parents sont adorables, contrairement aux parents de Kal-El qui veulent envahir le monde, ses parents à elle, au contraire, c'est protège les faibles, blablabla. Bla bla bla. C'est quoi ce truc de je vois le bon, il voit le bon en tout le monde, moi je vois la vérité. Mais comment tu peux poser ça comme phrase qui définit ton personnage si derrière ça, à aucun moment, tu ne montres qu'elle a été trahie par qui que ce soit? Il y a zéro truc comme ça. Ça n'a aucun sens en termes de comment poser une thématique. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas comment on écrit ça et qu'on... Ouais, ok, alors ça sonne bien, hein. C'est cool, ça sonne bien. Oh, il voit le bien en tout le monde. Moi, je vois la vérité. Ok, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi le problème? Il t'est arrivé des choses horribles, mais ça n'a rien à voir avec la vérité des gens. Personne ne t'a trahi. Donc ça vient d'où cette histoire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, donc, avant de passer à la partie spoiler, parce qu'il faut maintenant pour certaines thématiques, en gros, c'est un film correct. Mais correct comme ça aurait pu être correct il y a 10-15 ans. En 2026, ça n'est pas suffisant. Et encore moins quand on se présente en tant que studio comme ceux qui vont apporter un renouveau, quelque chose de différent, de beaucoup plus qualitatif, vraiment de l'orfèvrerie. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est le problème de créer des attentes aussi hautes
pour délivrer ça ensuite. Encore une fois, ça n'est pas le plus mauvais film de comic book de ces dernières années. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est forcément très décevant du coup. Parce qu'on a quand même un film qui, pour moi, si je devais donner une note, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse maintenant d'ailleurs. Si je devais donner une note, je donnerais un 11-12 sur 20. J'ai pas passé un mauvais moment. Pour moi, je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas suffisant. En 2026, pour un film de super-héros, si c'est pas au moins un 15-16 sur 20, c'est foutu d'avance. Déjà que des bons films se plantent, un film qui est un 11 sur 20, on peut pas. Ça ne marchera pas. On passe à la partie spoiler, parce qu'il faut que je parle de la fin du film, qui est ce qui m'emmerde le plus. Par rapport à une interview de Variety, on a pu découvrir que la personne qui avait écrit le film, Anna Nogueira, n'avait pas compris la fin du comics. N'avait pas compris la fin. Je vais devoir aussi spoiler la fin du comics, du coup c'est le seul moyen pour expliquer ça. Déjà avant ça, il y a un gros problème dans le film, qui est que tout le long, le principe c'est que, en gros, Kara ne veut pas que Rookie tue Crème, donc le méchant, celui qui a tué ses parents et qui a l'antidote, en mode tu vas te faire dévorer par la vengeance. Et donc il ne faut pas que tu le tues. Sauf qu'à la fin, gros spoiler, Kara, en gros, Rookie menace Crème qui a été battue, qui est au sol. Kara lui dit, je vais pas essayer de t'en empêcher, mais c'est une erreur, ne fais pas ça. Tu y penseras tout le temps, tu ne trouveras jamais la paix si jamais tu le tues maintenant. Impossible de trouver la paix après, tu y penseras toujours, tu trouveras plus le bonheur en fait. Rookie ne le tue pas. Kara lui dit, éloigne-toi, va par là-bas, et Kara le tue avec l'épée. De sang-froid, elle le tue. Ce qui déjà me dérange en soi, de base. Mais en plus, alors qu'elle a fait tout le discours en mode, et tout le truc du film c'est la vengeance ne t'apportera jamais la paix, ne t'apportera jamais le bonheur, tout ça, elle le tue, et à la toute fin du film, on la voit aller retrouver Kal-El, chez lui, sur Terre, en mode, j'ai trouvé la paix, je vais rester chez toi, cette fois je vais rester un moment sur Terre, j'ai envie de me fonder un foyer, tout ça. Elle l'a tué, alors qu'on a tout un discours sur tu trouveras pas la paix, fais pas ça, machin, 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 et elle le tue, et après tout va mieux. Ça n'a aucun sens. En termes de comment écrire ces thématiques, ça n'a aucun sens. Et je vous disais, donc, l'autrice, la scénariste n'a pas compris le comic, la fin du comic. À la fin du comics, en fait, on a en même temps la narration du livre, parce que Rookie a écrit un livre, en fait, et qui raconte son histoire, sauf que dans son livre, elle ment. Dans son livre, elle dit que Supergirl a, avec son épée, traversé la poitrine de Crème. Donc ce qui se passe dans le film. Sauf que c'est bien de lire, mais il faut aussi regarder l'image. Et dans le livre, on voit que c'est Rookie. Alors c'est une version vieille de Rookie, parce qu'en fait, dans l'histoire, au lieu de le tuer, elles l'ont enfermé dans la zone fantôme. Il y est resté 300 ans. Et d'ailleurs, on va apprendre que pendant les 100 premières années, il était en colère à cause du jugement et tout ça. Pendant les 100 années suivantes, il a commencé à réfléchir, à rentrer en introspection et à commencer à comprendre le mal qu'il avait fait. Et dans les 100 dernières années, il est resté 300 ans dans la zone fantôme. Dans les 100 dernières années, il est devenu un prisonnier modèle et il a tout fait pour rattraper ses erreurs du passé. Et donc quand il sort, Crème, c'est quelqu'un qui est conscient de tout le mal qu'il a fait, qui est devenu un autre homme. Et donc il s'excuse auprès de Rookie, et au même moment où elle dit que Kara l'a transpercé avec son épée, machin, elle lui donne juste un coup de canne sur la tête, et elle s'en va. Et on voit qu'il est au sol avec le bras comme ça, la main sur le visage, et elle se barre. Il y a toute une idée de, effectivement, la vengeance n'est pas la solution. Et d'autant plus qu'il y a aussi autre chose, qu'il faut que je précise, qui aurait donné aussi encore plus de poids à l'arc de Kara, en réalité, par rapport au poison qui est en crypto. Dans le bouquin, Supergirl a tout de suite compris, trouver la solution pour le poison, puisque c'est quelqu'un de très intelligent, un peu comme Kal-El, et en fait, elle savait que son chien ne courait pas de risque, dans le sens où ça avait déjà été trouvé le truc de l'antidote. Et elle fait exprès de faire croire qu'elle a besoin de l'antidote pour accompagner Rookie, parce que justement, elle ne veut pas la laisser tomber dans ce piège de la vengeance. Et elle va le lui avouer à la fin.
Et ça donne encore tout un aspect hyper intéressant. C'est un twist en mode, voilà, en fait, depuis le départ, c'était parce que elle ne voulait pas, justement, que cette jeune fille risque de détruire sa vie. Et ouais, pour ça, avoir des différences, il y a aucun problème. Mais il faut qu'elles apportent quelque chose. Et là, dans le film, par rapport à ce qu'on a eu dans le comics, bah, ça n'a juste aucun sens. C'est une mauvaise écriture pour moi. C'est surtout ce truc de vraiment de vengeance. Non, c'est mal, tu trouveras jamais la paix. Et juste derrière, ah bah Clark, ça va vachement mieux, j'ai trouvé la paix. Ok, d'accord, d'accord. Enfin, je sais que j'ai l'air très négatif sur le film, mais encore une fois, euh, ça n'est pas une catastrophe, mais c'est important de pointer du doigt les choses qui vont pas, parce que justement, c'est ce qui permet de savoir comment pouvoir faire les choses mieux. Et j'ai envie que le DCU fonctionne. J'attends Lanterns à fond, j'attends Clayface. Man of Tomorrow, je suis vraiment curieux de voir ce que James Gunn va proposer cette fois. Euh, le projet Deathstroke Bane, je suis un peu perplexe, honnêtement. Alors, on ne sait pas s'ils seront les protagonistes. Ça, on n'a jamais eu confirmation de ça. Donc, à voir ce que ça veut vraiment proposer. La série Jimmy Olsen, je suis curieux, mais pareil, c'est pas avec ça que ça va attirer du monde. Donc, j'ai envie que le DCU fonctionne. Et, et c'est pour ça que c'est important d'être honnête et de dire quand on trouve que ça va pas. C'est important. Mais en tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis à vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. De toute façon, on va en reparler parce qu'il y aura un live. Bah déjà, mercredi dans la Spoiler Room, on en parlera. Et il y aura un live dans la semaine avec Miss Movies. On a envie d'en discuter aussi tous les deux en live. Donc voilà, il y aura certainement un live très très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Activez la cloche de notification, comme ça vous serez au courant. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous fais des gros... Ah si, attendez, non, il y a juste un truc, je suis désolé, il y a des instruments qui sont partis, mais... Alors, c'est cool dans le film, il y a plein d'aliens, tout ça, c'est bien. Mais vraiment, je veux juste vous montrer quelques pages pour vous montrer que c'est devenu un film de SF lambda, alors que ça adapte quelque chose d'aussi incroyable que Supergirl Woman of Tomorrow, qui justement est énormément connu au-delà de son intrigue pour ses visuels. On n'a pas le droit d'en faire un film aussi classique et inimaginatif, ouais, c'est ça. C'est pas possible. Il y a pas le droit. Il y a pas le droit. Regardez, sur la planète avec le soleil vert, normalement, il y a des dinosaures. Et Ruffy défend Supergirl, justement, contre des dinosaures. Et ça c'est badass. Pourquoi on n'a pas eu de dinosaures? Je veux mes dinosaures. Donnez-moi des dinosaures. Mais ouais, je trouve ça manque de... Regardez le vaisseau. Le vaisseau des brigands, normalement. C'est ça le vaisseau des brigands. Et là, on a le vaisseau lambda numéro 43800 dont on peut choper l'asset sur... alors, j'exagère en disant ça, mais ça fait vraiment... on a chopé l'asset. Il y a des... sans vouloir manquer de respect aux artistes qui ont bossé dessus, évidemment. Mais en termes de design, voilà. On aurait dû avoir des choses aussi riches que ça. C'est dommage. Vraiment d'avoir une sous-version de ce récit. Enfin voilà. Des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Soyez curieux. Ciao, ciao.